Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour. Vous dirigez donc depuis hier le premier syndicat agricole de France, la FNSEA. Vous avez été désigné dans un contexte de difficultés croissantes pour les Français, notamment en termes de pouvoir d'achat. C'est difficile de se nourrir. Certains se privent même, réduisent les portions, sautent des repas. 79% des Français ont sérieusement restreint leur consommation alimentaire, selon une récente enquête de l'IFOP. La baisse des prix, c'est pour quand ? Écoutez, la baisse des prix, ce sera quand les agriculteurs pourront se rémunérer et vivre de leur métier. Et d'une manière générale, la baisse des prix, ce sera le choix des Français de ce qu'ils mettront dans leur assiette. Ce qu'on observe en agriculture, c'est que depuis 2 ans, c'est 32% d'augmentation des coûts de production. Et que les lois Egalim que nous avons voulues permettent aujourd'hui aux producteurs de garantir qu'à partir des coûts de production, ils pourront continuer à faire leur métier. Et moi, j'entends ce que nous disent les Français. Et pour l'agriculteur que je suis, voir mes compatriotes ne pas être toujours en capacité de se nourrir, c'est un vrai problème. Et c'est la raison pour laquelle on a proposé au gouvernement ce chèque alimentaire. Alors les prix commencent... On va revenir sur cette disposition. 32% juste d'augmentation des coûts de production en quoi ? En 2 ans, et vous disiez, et qu'est-ce qui augmente ? C'est quoi concrètement ? C'est l'engrais, c'est les intrants, absolument. C'est l'engrais, c'est l'alimentation animale, c'est le coût des collaborateurs. Et ça ne baisse pas depuis quelques mois, puisque le coût des matières premières commence à baisser sur le marché. Et ce que nous montrent les indicateurs de coûts de production faits par filière, qui sont la base de la construction reconnue par tous les partenaires des filières, c'est qu'au moment où je vous parle, les coûts ne baissent pas encore. Probablement vont-ils le faire dans les semaines qui viennent, mais je le redis, pour les agriculteurs, en ce moment, ça n'est pas le constat dans les exploitations. Mais pour bien comprendre, donc Arnaud Rousseau, vous dites les augmentations que les Français constatent quand ils font leurs courses, ça ne se traduit pas aujourd'hui par une amélioration du niveau de vie des agriculteurs. Alors depuis 10 ans, on a eu de la déflation dans les négociations commerciales. Les prix ont baissé. Exactement, 10 ans. Quel métier supporterait une déflation pendant 10 ans ? Eh bien, c'est ce qu'a vécu l'agriculture française. Et c'est vrai qu'avec les lois Egalim, l'année dernière, pour la première année, nous avons eu une augmentation. Et je m'en félicite. Parce que la vérité, c'est qu'on a perdu près de 25% de nos éleveurs, c'est qu'il reste 425 000 exploitations professionnelles, et que le choix, c'est, encore une fois, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut une agriculture française avec des produits français dans son assiette, ou est-ce que finalement on fait la place à l'importation ? Et c'est ce qu'on observe. Mais vous avez dit les prix baisseront quand les agriculteurs arriveront à se rémunérer ou à vivre correctement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous dites les prix qui ont augmenté, ce n'est pas dans la poche des agriculteurs. La loi Egalim, elle garantit aux agriculteurs la non-négociabilité de la matière première agricole. Voilà ce qu'elle prévoit. Et donc, au moment où je vous parle, ces indices de coûts de production ne baissent pas. Et quand ils baisseront, alors de manière normale, il y aura une répercussion. Mais ce que je veux dire encore une fois... Autrement, qui profite de la hausse des prix ? Écoutez, ce sont les industriels, ce sont les distributeurs ? Non, mais je crois que les Français doivent comprendre, dans des proportions raisonnables, qu'une alimentation française de qualité, ça a un coût. C'est le prix de notre modèle social, c'est le prix des exploitations nombreuses sur le territoire national. Et finalement, c'est le refus d'une alimentation de plus en plus importée en France. Aujourd'hui, ils disent on ne peut pas se le permettre. Vous parlez par exemple de la nourriture, de l'alimentation de qualité. Il y a un secteur qui souffre particulièrement, c'est le bio, trop cher, les Français ne peuvent plus se le permettre. Oui, c'est exact, et c'est un réel parce que nos producteurs en agriculture biologique traversent une crise sans précédent, mais c'est aussi la réalité de l'adéquation au marché. Aujourd'hui, il y a à peu près 10% des surfaces françaises agricoles qui sont en agriculture biologique. Ça représente un peu moins de 60 000 producteurs en France. Et l'objectif européen, c'est 25% d'ici 2030. Donc et l'objectif français, 18%. Mais encore une fois, il faut rester corrélé au marché, il faut rester corrélé à la capacité pour les Français d'investir. Moi, ce que je veux redire, encore une fois, c'est que si on veut une alimentation française de qualité, et c'est ce que nous avons, nous sommes reconnus comme étant l'agriculture parmi les plus durables au monde. Et que cette agriculture, elle a un coût. Et une agriculture finalement importée, à bas coût, c'est aussi une mise en difficulté des producteurs français sur tout le territoire. Et si les Français veulent demain, dans leur assiette, une alimentation de qualité et d'origine française, ce qui est de moins en moins le cas, alors il faut accepter d'en payer le prix. En revanche, et on l'a bien dit, ce qui est important, c'est que l'ensemble de nos concitoyens puissent se nourrir. Et c'est la raison pour laquelle cette histoire du chèque alimentaire qu'on porte, c'est aussi le moyen d'accompagner ceux qui sont dans la difficulté. Le chèque alimentaire, c'est un serpent de mer, justement. Le gouvernement en parle depuis 2 ans. Est-ce que vous avez une réponse des pouvoirs publics sur pourquoi ça prend autant de temps ? Écoutez, nous avons réinterrogé notamment le ministre Bruno Le Maire sur ce sujet. Nous ne sommes pas favorables au panier anti-inflation parce qu'à nouveau, il exerce une pression à la baisse sur les prix des producteurs français. Or, tous les Français ont vu que les salaires ont augmenté, que leur vie a augmenté.
Quel est le problème de fond? Le problème de fond, c'est qu'on a délégué notre souveraineté à d'autres pays. Et l'inflation a explosé depuis que le conflit russo-ukrainien a fait monter, parce que nous n'avons ni l'énergie ni l'alimentation, très sensiblement les prix. Nous, on dit, si on veut être capable de résister à ça, d'offrir une souveraineté alimentaire française, produire pour nourrir les Français, c'est ça notre métier à nous, les agriculteurs. Alors, il faut le faire sur les territoires et il faut accepter d'en payer le juste prix. Le chèque alimentaire, ça ne se fait pas? Le chèque alimentaire se fait pas, j'imagine, parce que Bruno Le Maire considère que ça coûte trop cher à la nation. Mais en tous les cas, nous, on considère... Ce serait quoi, ce chèque alimentaire? Ce serait un chèque qui serait ciblé? On ne pourrait pas acheter n'importe quoi avec? Uniquement des produits français, des produits bio, par exemple? Bien sûr, des produits... Dans votre tête, c'est quoi? Des produits, dans notre tête, c'est de l'ordre de 1 à 3 euros par jour et par ayant droit, évidemment en contrôlant que ce soit bien ciblé sur ceux qui en ont le plus besoin. Et évidemment sur des produits français, puisqu'on ne va pas, avec de l'argent public, financer de l'alimentation d'importation. Après, ça peut être du bio, évidemment des produits de première nécessité, des choses qui vont permettre aux gens de pouvoir s'en sortir dans le contexte difficile qu'ils vivent. Vous évoquiez le bio, l'objectif de 18% pour la France en 2030 de surface convertie au bio. Est-ce qu'on va y arriver? Écoutez, vu le contexte actuel? Je ne sais pas si on y arrivera. La première chose dont je pense qu'il est urgent d'agir, c'est aider les producteurs bio qui sont en ce moment dans une difficulté majeure. Comment? Eh bien, par un plan massif. On l'a fait dans d'autres... Le gouvernement l'a fait quand il s'est agi d'aider les viticulteurs après le gel ou d'aider les producteurs porcins en pleine crise. On doit aider le bio et le projet qui a été annoncé d'une dizaine de millions d'euros n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Donc, avant de viser l'objectif de 18%, sauvons déjà les entreprises qui, en ce moment, sont dans une difficulté majeure. Pour bien comprendre, sans le plan d'aide, vous dites les 18%, on n'y arrivera pas. Personne n'ira au bio. Mais ça n'est pas possible. Il faut pouvoir, évidemment, je vous ai dit, on est à de l'ordre de 10%. Bon. Si on veut atteindre cet objectif, il faut que les produits se vendent. Il faut que le consommateur achète ces produits. Or, plus vert, c'est plus cher. Les produits bio valent plus cher. Et vous nous avez rappelé que le contexte inflationniste ne permettait pas toujours d'atteindre l'objectif. Donc, corrélons le marché à la demande. Faisons en sorte de sortir les entreprises, les agriculteurs qui produisent en agriculture biologique de la panade dans laquelle ils sont, avec un plan massif. Et ensuite, on pourra se fixer des objectifs ambitieux. Et ça, pour bien comprendre, l'Europe le permet? L'Europe ne va pas dire c'est de la distorsion, vous aidez des secteurs, il faut rembourser, comme ça a été le cas par le passé. Non, l'Europe permet d'aider dans des situations de crise. On peut le faire aussi sur le plan national dans un certain nombre de domaines. Et c'est ce que nous demandons très clairement pour les producteurs en agriculture biologique. 10 millions, ça ne suffit pas. En un mot, il faut combien, d'après vous? Vous avez chiffré? Il faut l'estimer. Non, les chiffres ne sont pas ressortis, mais c'est de l'ordre de 50 à 100 millions rapidement. 5 à 10 fois plus que ce qui est mis sur la table. Absolument, mais on a été capable de sortir entre près de 300 millions pour les viticulteurs il y a 2 ans, 230 millions pour les producteurs porcins l'année dernière. Encore une fois, si on veut une agriculture biologique de proximité, et l'objectif, c'est pas d'importer des produits bio, c'est de les faire chez nous avec une demande sociétale, mais en ce moment, une crise majeure dans ce domaine. Arnaud Rousseau, vous restez avec nous, nouveau président de la FNSEA. On est au lendemain de votre désignation. On va parler de la situation qui menace pour cet été, la sécheresse, avec des nappes phréatiques qui sont déjà à des niveaux bas à très bas. 8h41, d'abord le fil info avec Elia Bergel. Quel sera l'avis du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites? Réponse ce soir, 18h, une centaine de rassemblements prévus partout en France pour cette journée décisive. Les manifestations sont interdites jusqu'à demain matin aux abords du Conseil constitutionnel. Les sages se prononcent également sur le référendum d'initiative partagée porté par la gauche. Un des 2 opposants au projet de méga-bassine, blessé pendant les affrontements de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres fin mars, est sorti de l'hôpital. Son pronostic vital était engagé un temps. Un autre homme de 32 ans est lui toujours dans le coma sans amélioration. En Savoie, 4 skieurs italiens ont été emportés par une avalanche hier en Haute-Tarentaise. L'un d'entre eux a réussi à s'en sortir, mais 3 sont toujours portés disparus selon un bilan provisoire. Le week-end dernier, 6 personnes sont mortes dans une avalanche en Haute-Savoie. Le foot de partout, hier soir entre l'OGC Nice et Bâle pour le quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Les Niçois joueront leur place en demi la semaine prochaine à domicile. France Info. Le 8h30 France Info, Neil Alatrousse, Laurent Sénéchal. Toujours avec Arnaud Rousseau, nouveau président de la FNSEA, le premier syndicat agricole. Vous avez, vous, en fait, une double casquette, puisque vous êtes producteur, vous êtes agriculteur, vous faites du colza, du tournesol, du blé, de la betterave et du maïs. Vous êtes aussi transformateur, puisque vous présidez un groupe, le groupe Avril, que le grand public connaît plutôt par ses marques d'huile, les marques, par exemple, Le Sieur et Puget. On parlait de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, il dit « mais moi, je vois que les prix baissent. » Il dit « l'énergie, ça baisse, le blé, ça baisse, le fret maritime, ça baisse. » Est-ce que ça veut dire que
sur les produits de base, les pâtes faites à base de blé, les huiles éventuellement, le sucre, est-ce que ces prix-là peuvent baisser ? Ces prix-là pourront baisser, et c'est l'objectif à partir du moment où l'ensemble des maillons de la filière, que ce soit le producteur, le transformateur, aura les moyens de répercuter ces baisses. Ce qui est sûr, et c'est pour ça que je vous parlais des indicateurs de production, c'est qu'il faut objectiver cette baisse. Le coût de l'énergie... C'est-à-dire, Bruno Le Maire ne regarde pas les bons indicateurs ? Quand il dit ça baisse, il faut que les prix baissent. Je pense que Bruno Le Maire souhaite que la pression soit mise pour accompagner la baisse qu'on est en train d'observer, mais dont je vous dis qu'au moment où on se parle, elle n'est pas objectivée dans les chiffres des entreprises. Maintenant, évidemment, notre objectif, c'est d'accompagner ces coûts de production et de faire en sorte que, dans le cadre contractuel qui unit les transformateurs et les distributeurs, les clauses puissent se mettre en place. Et donc, quand ça monte, pouvoir accompagner la hausse, et quand ça baisse, pouvoir accompagner la baisse. Donc, pour les Français qui nous écoutent, qui sont impatients, vous dites, ça va baisser. Alors, pas tout de suite, mais il y a de l'espoir pour la fin de l'année, peut-être pour le milieu d'année. Il peut y avoir de l'espoir pour la fin de l'année, pour autant, encore une fois, que les sujets qui concernent les salaires, qui concernent l'énergie, le packaging, les transports, tout ça soient accompagnés. Ce que je voudrais dire, c'est que une agriculture sans valeur, c'est une agriculture sans saveur. Et que si on veut conserver de la production en France et de la transformation en France, et nos produits agricoles ont besoin d'être transformés, la brique de lait, le paquet de farine ou le kilo de sucre n'arrive pas comme ça dans la cuisine des Français, sans une transformation. Si on veut obtenir ça, il faut qu'on garde de l'activité en France, ou alors on importera. Et donc, faisons le pari que la baisse des prix devrait s'enregistrer dans les mois qui viennent. Mais encore une fois, les indicateurs aujourd'hui que nous regardons ne mesurent pas cette baisse. Les discussions vont reprendre quand entre industriels, distributeurs, producteurs ? Et Bruno Le Maire voudrait que ça aille plus vite. J'imagine dans les mois qui viennent, mais là encore, les relations entre les distributeurs et les transformateurs font l'objet d'accords contractuels. Je ne connais pas les contrats de tout le monde. J'imagine que dans les semaines et les mois qui viennent, les choses seront regardées. L'autre actualité qui concerne notamment l'agriculture, c'est le niveau des nappes phréatiques qui est bas à très bas pour 75% des nappes en France, a expliqué hier le Bureau de recherche géologique et minière. Ça a quelles conséquences sur les agriculteurs ? Est-ce qu'aujourd'hui en France, des agriculteurs, combien sont privés d'eau ? Écoutez, d'abord, ce sujet de l'eau, qui est un sujet en ce moment qui est devenu très clivant, je voudrais rappeler qu'il n'y a pas d'agriculture sans eau. On ne sait pas faire pousser des légumes, des fruits, des végétaux, la pousse d'air pour les animaux, on ne sait pas le faire sans eau. L'agriculture puise 60% des ressources en eau de la France ? Non, mais l'agriculture, par définition, elle vit de l'eau, et l'agriculture, elle ne capte pas l'eau puisqu'elle la transforme en aliment pour les Français. Ça, elle ne disparaît pas, cette eau. Évidemment. Un Français qui mange une tomate ou qui mange une salade, par définition, il a l'eau que l'agriculture a utilisée pour lui fournir ce produit. C'est une préoccupation, ce que vous dites sur la baisse des nappes phréatiques. Et c'est la raison pour laquelle, en conscience, les agriculteurs se disent que face à des mouvements de pluviométrie de plus en plus erratiques, on a besoin de planifier et de faire la planification écologique qui est proposée par le gouvernement, et notamment de stocker l'eau. Et de le faire en responsabilité, quand l'eau est disponible. Et non pas, comme j'entends, forme de privatisation ou de captation de l'eau. On sait que dans un certain nombre de territoires... à Sainte-Soline, notamment dans les Deux-Sèvres, absolument, qui concentre un certain nombre de... Absolument. Nous, on dit, en fonction des territoires, les besoins ne sont pas les mêmes. On sait qu'il va pleuvoir plutôt un peu plus au nord de la Loire, plutôt un peu moins au sud de la Garonne, et qu'entre la Garonne et la Loire, les choses sont moins précises. On sait aussi que s'il faut de l'eau pour l'agriculture, il en faut évidemment pour l'ensemble de nos concitoyens, de l'eau potable pour le reste de l'activité économique, et que donc la question du partage de l'eau est une question centrale auquel les agriculteurs vont répondre. On sait aussi qu'on aura besoin de participer à la sobriété. L'agriculture le fait déjà depuis des années. Avec 1 mètre cube d'eau aujourd'hui, on fabrique 30% de plus d'alimentation qu'il y a 15 ans. Donc on est sur cette activité-là. L'agriculture n'ignore pas que le changement climatique en route va être un changement majeur dans ses pratiques. Vous dites que l'agriculteur n'est pas climato-sceptique, je crois que je vous ai déjà entendu dire ça. Bien entendu, tous les agriculteurs constatent que la fenaison, les vendanges, les moissons, depuis 15 ans, ont été avancées de l'ordre de 10 à 15 jours. Et donc, factuellement, sur le terrain, les agriculteurs l'observent. Mais quand l'eau vient à manquer, il faut privilégier qui ? Quand il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde ? Écoutez, d'abord, évidemment, la consommation d'eau potable. Mais encore une fois, ce qu'il convient, ce n'est pas de constater le manque, c'est de planifier les conditions qui permettront d'utiliser au mieux l'eau disponible. Et donc, ce que nous disons, c'est que, évidemment, s'il n'y a pas d'eau, il faudra qu'on puisse la rationner et la partager, mais que
Ce qu'on constate, c'est qu'à certains moments de l'année, et notamment l'hiver, on peut avoir des excès d'eau et qu'on se dit que c'est bien dommage de ne pas la stocker. Ça n'a d'ailleurs, permettez-moi d'inciter, rien de nouveau. Quand on a fait, dans les années 60, les barrages de Serre-Ponçon, le lac du Der, le lac de la Forêt d'Orient, qui permet à la Seine, l'été, donc aux Parisiens, d'avoir en permanence un flux d'eau, ça ne posait de problème à personne. Donc acceptons de regarder. L'eau était en abondance, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Oui, mais la Seine continue à couler l'été à Paris, y compris en ce moment. Et donc c'est bien la question du stockage qui nous est posée et la manière d'utiliser de manière raisonnable, avec la sobriété nécessaire, l'eau disponible. Mais on voit que l'Espagne, qui a construit beaucoup de ces retenues d'eau, aujourd'hui ne parvient même plus à remplir suffisamment ses bassines pour fournir suffisamment d'eau pour les agriculteurs. Et elle traverse en ce moment aussi un épisode de sécheresse accrue, l'Espagne. Est-ce que finalement, la solution, c'est pas changer de culture ? Ce que sous-entend déjà Emmanuel Macron en évoquant la réorientation du modèle de production agricole en France dans les années à venir. C'est déjà fait, Leïla Latrousse, si je puis me permettre. L'agriculteur que je suis, dans ma ferme seine-et-marnaise, produit depuis 2 ans du tournesol, qui est une culture que mon exploitation avec mes parents et mes grands-parents n'avaient jamais faite. Et avant, sur ces parcelles, il y avait... Avant, il y avait du maïs, il y avait des betteraves, il y avait, que je continue à faire par ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai introduit des nouvelles cultures dont le cycle nécessite moins d'eau. Parce que l'agriculteur, c'est un pragmatique et qu'il voit bien ce qu'on peut faire. Donc il y a l'assolement, mais il y a aussi les méthodes culturales. On sait que, par exemple, quand on fait de l'agriculture de conservation des sols, on augmente le niveau de matière organique des sols qui permet de mieux retenir l'eau et donc de la restituer plus facilement. On sait que grâce à l'innovation, on pourra, avec le peu d'eau dont on dispose, mieux l'apporter. Vous voyez, donc c'est un panel de solutions qui vont nous permettre demain, grâce à l'innovation, d'être meilleurs. Juste pour en finir sur Sainte-Soline, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce que cette bassine agricole mérite toute cette tension, ce niveau de tension et cette violence qu'on a vu parfois ces dernières semaines? Est-ce qu'il ne faudrait mieux pas finalement abandonner ce projet? Alors, je ne veux pas que Sainte-Soline soit l'alpha et l'oméga du sujet de l'eau. Elle a été montée en épingle. Je voudrais juste rappeler que ce projet a fait l'objet d'une large concertation, encore en début de semaine d'une confirmation par la justice de sa pertinence. Donc Sainte-Soline, c'est un modèle qui est valable. Vous dites Sainte-Soline se fera. Sainte-Soline se fera. La justice vient de le rappeler. Non, pas coûte que coûte, parce que, encore une fois, elle correspond à un projet largement concerté qui permet, dans le Marais Poitevin, dans ce type de modèle, d'avoir ce type de réserve de substitution, qui n'est pas forcément le modèle ailleurs. Le sujet profond, c'est pas Sainte-Soline. Le sujet profond, c'est comment demain, en France, avec globalement moins d'eau à certains endroits, globalement plus d'eau à d'autres, on est capable de planifier écologiquement des choses qui ont du sens pour l'agriculture, pour le reste de nos concitoyens, pour les écosystèmes. Vous dites planifier écologiquement, vous dites écologiste ? Mais bien sûr, les agriculteurs sont les premiers écologistes, mais tout le monde le sait depuis longtemps. Mais on distingue l'écologie, qui est une science, de l'écologie politique, qui est un mouvement politique par ailleurs. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, invité du 8h30. Vous restez avec nous. 8h51, c'est le fil info avec Elia Bergel. Des manifestants bloquent ce matin les grands axes d'entrée dans Rouen. Action coup de poing d'opposants à la réforme des retraites. Alors que tous les regards sont braqués sur le Conseil constitutionnel, les sages rendent leur avis sur la réforme à 18h. Journée d'attente et de suspense du côté d'Emmanuel Macron. Selon les infos de France Info, le chef d'État reporte sa réunion avec les cadres de la majorité prévue cet après-midi à lundi 15h. Pas d'embauche jusqu'à nouvel ordre chez EDF. L'entreprise gèle les recrutements en raison de pertes records l'an dernier. Un jeune homme de 21 ans arrêté aux États-Unis dans l'enquête sur la fuite de documents confidentiels. Le Pentagone assure que l'affaire pose un risque très grave pour la sécurité nationale. Le suspect est un employé de la garde nationale aérienne. Novak Djokovic chute dès les 8e de finale au Masters 1000 de Monte-Carlo. Le Serbe, pourtant favori, battu hier en 3-7 par l'Italien Lorenzo Musetti. France Info. Le 8h30 France Info, Neil Latrousse, Laurent Sénéchal. Arnaud Rousseau, président écologiste donc de la FNSEA, le premier syndicat agricole. On parlait de la question de l'eau, la question de la qualité de l'eau aussi s'est posée ces dernières semaines avec l'utilisation des phytosanitaires. On en a trouvé dans l'eau potable, un phytosanitaire interdit depuis 2019 et qu'on ne cherchait pas jusqu'à présent, qu'on trouve encore. En l'occurrence, comment vous expliquez que ces pesticides se trouvent dans l'eau potable ? Alors d'abord, je voudrais peut-être, avant d'attaquer le sujet, revenir sur le sujet des pesticides, puisqu'aussi, là, on a du mal à avoir une vision claire sur le sujet. Nous, ce qu'on porte à la FNSEA,
c'est le fait qu'il n'y ait pas d'interdiction d'utilisation de molécules sans solution alternative. Y compris quand ce sont des molécules, là je parle du S-métolachlore, substance cancérigène suspectée au niveau européen. On va faire en sorte de pouvoir se passer de toutes les molécules qui posent un problème à la société. Nous ne sommes pas, nous les agriculteurs, en dehors de la société. Nous disons en revanche... Vous êtes même, on pourrait dire, les premières victimes de l'utilisation de ces pesticides. Mais c'est la raison pour laquelle, encore une fois, il faut planifier écologiquement les sujets qui vont nous permettre, dans un monde ouvert, de faire en sorte qu'on continue à produire pour nourrir en France et faire en sorte qu'on apporte toutes les garanties sur l'innocuité de la manière dont on produit. Mais pourquoi ça prend autant de temps? Je vous pose la question autrement. Parce que ces eaux, elles sont polluées, de fait. Vous savez, les eaux, on retrouve aujourd'hui à peu près tout ce qui est utilisé par le consommateur dans l'eau. On retrouve des pesticides, mais on retrouve aussi de l'œstrogène, par exemple, qui est le fruit de la contraception féminine. On retrouve tout un tas de produits de l'industrie. Le sujet, c'est comment demain on est plus performant sur le plan environnemental et comment on le planifie. Et c'est la méthode qu'on a souhaité mettre en place avec la Première ministre, qui consiste à dire, faisons le point des molécules qu'on a besoin d'abandonner, regardons ce qu'on peut faire en termes de recherche et d'innovation, pour faire en sorte que demain, l'agriculture continue à produire, et surtout, qu'on renouvelle les générations, qu'on permette à des jeunes demain de venir s'engager dans ce métier qui va avoir un fort renouvellement. Je vous pose la question encore différemment. Pourquoi est-ce qu'on a à tout prix besoin de ces pesticides ? Alors qu'on sait qu'ils favorisent des cancers. Mais parce que si on ne produit plus demain en France, on importera de l'alimentation qui utilise des produits dont on ne veut pas en France, dans des conditions qui ne sont ni notre modèle social, ni notre qualité, et qu'on détruira l'agriculture. Donc c'est la souveraineté alimentaire avant la santé? Pas du tout. C'est l'un et l'autre. Et d'ailleurs, on ne peut pas départir les deux. Les produits qui aujourd'hui sont retrouvés dans l'eau seront à terme retirés. Je dis à terme, parce que là encore... déjà retiré. Non, le S-métolachlore, au moment où on se parle, n'est pas retiré. Oui. Et c'est la raison pour laquelle... voulait le retirer. Oui. L'Union européenne dit d'attendre encore un an, et finalement, le gouvernement a préféré choisir la voie européenne. Vous avez compris que pour l'enjeu pour l'agriculteur, c'est de continuer à produire une alimentation de qualité parmi les plus durables pour le consommateur français. Et je veux dire à vos auditeurs que quand ils consomment français, ils ont de ce qui se fait de mieux sur la planète. Qu'il y a des efforts à faire en termes de pesticides, en termes de méthodes de production, qu'on est prêt à le faire, mais que tout ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quand on mange français, on mange moins de pesticides que quand on mange... En tous les cas, on mange clairement une alimentation bien supérieure en qualité que quand elle est importée. Il suffit pour ça de voyager ou de regarder un certain nombre de reportages, quand vous voyez ce qui se fait en Chine, quand vous regardez ce qui se fait en Russie. Alors, je peux vous dire que les agriculteurs français sont très fiers de ce qu'ils produisent. Mais on est aussi les champions européens des pesticides. Ça n'est pas exact, pardonnez-moi, et on a bien diminué. Alors, évidemment, en volume, on peut le regarder comme ça, parce que l'agriculture est le plus gros producteur agricole européen. Mais quand on regarde à l'échelle ramenée à la tonne utilisée, on est 9e en Europe, et on a diminué, si je peux dire, dans l'échelle. Mais encore une fois, essayons d'être pragmatiques autour de cette question. L'agriculture a déjà entamé largement, et regardons ce qui a été fait depuis 15 ans, les progrès en la matière. Regardons comment on peut planifier la sortie potentielle des pesticides que les agriculteurs seraient prêts à ne plus utiliser pour peu qu'ils aient des alternatives. Nous ne voulons pas d'interdiction sans solution, parce que sinon ce sera moins de production. Et si on ne produit pas, on ne nourrit pas en France et on importera. Et ça, on ne le veut pas. Arnaud Rousseau, depuis bientôt 20 minutes, on parle d'augmentation des prix, des Français qui se privent, on parle de l'eau qui manque, y compris pour irriguer des parcelles agricoles, de ces pesticides que l'Europe, de toute façon, veut grandement contenir à l'échéance 2030. On se dit, au fond, l'agriculture de demain, elle ressemble à quoi? Pas de pesticides, peu d'eau, mais quand même des produits qui coûtent un peu plus cher que ce à quoi on a droit aujourd'hui? L'agriculture demain, elle continuera à être une solution pour notre pays. Et d'ailleurs, dans les projets qu'on porte, on veut rediscuter d'un pacte avec la société. C'est ce qui est porté dans le pacte pour la loi d'orientation agricole que le gouvernement travaille en ce moment. On parlait de l'agriculture comme une citadelle assiégée. Oui, parce que moi, je veux expliquer aux Français, je veux expliquer à l'ensemble de nos compatriotes que les agriculteurs, encore une fois, ils veulent bien faire. Ils veulent continuer à faire vivre leurs exploitations, qui sont des micro-entreprises, mais qui irriguent les territoires. Ils veulent renouveler les générations, expliquer que ce métier a du sens. Et que si demain, comme on a fait pour l'industrie il y a une trentaine d'années, on la voit disparaître, alors ce sera une agriculture d'importation, ce sera une agriculture finalement sans valeur et sans saveur, et ça, on ne le veut pas. Pour autant, l'adaptation a commencé, elle va continuer, et on est résolument engagé vers ça.
Les agriculteurs veulent reprendre l'initiative à l'offensive, veulent expliquer comment ils font, ils ouvrent leurs fermes, ils expliquent. Mais encore une fois, regardons ce qui se fait ailleurs et chacun comprendra que l'alimentation française est parmi les meilleures au monde. Arnaud Rousseau, merci beaucoup, président de la FNSEA, invité ce matin du 8h30 de France Info. Bonne journée à vous. Merci à vous.